Si vous nous voyez ici particulièrement nombreux autour c'est que nous avons besoin de traduction et que donc nous avons conçu cette rencontre et ces échanges avec des étudiants de l'ITIRI qui donc vont se charger de faire la traduction, Marcos Moro parlant en espagnol. Je voudrais juste rappeler que c'est un chorégraphe catalan, il est à la fois chorégraphe, mais il a aussi étudié la dramaturgie et la photographie, qui n'est pas directement danseur, mais qu'il a un travail très spécifique. C'est aussi pourquoi nous essayons de mettre souvent en rencontre des différents champs artistiques pour voir de quelle manière aujourd'hui on peut être en scène et travailler avec différents médiums. Sa compagnie La Véronale est un collectif artistique qui est complètement dans ces objectifs-là, qui rencontre toutes les nouvelles générations d'artistes issus de différents champs et qui font eux-mêmes leurs recherches pour créer ensemble à partir de ces conditions d'aujourd'hui et de leur langage évidemment singulier. Donc, la compagnie de Marcos Moro tourne beaucoup à l'international. Vous verrez qu'elle a tout un travail particulier autour des noms, des géographies, des noms de pays ou de villes. Mais bon, on verra, tout ça va se définir parce que ce sont des appellations qui font partie de la démarche et des concepts qu'ont mis au point la compagnie. Je vais donc maintenant laisser la parole à Valérie Ether et Marcos Moro pour initier ces rencontres. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est un peu compliqué de gérer les choses. Bien, donc je vais commencer par vous parler du titre, tout simplement, de l'œuvre, ici Siena, qui signifie Sienne et qui correspond donc non pas à un pays, comme le disait Irène Filiberti juste à l'instant, mais qui correspond à une ville italienne qui fonctionne un peu comme un pays, puisque au XVe siècle, et là nous parlerons du XVIe, mais en tout cas au XVe siècle, ça va être le moment de l'effervescence la plus importante européenne qui va se produire à cet endroit-là. Donc surtout autour de Florence, mais Sienne n'est pas loin et aura donc cette même empreinte de culture extrêmement vive. La pièce Siena se passe dans un musée, et il y a une œuvre emblématique sur laquelle je vais m'arrêter, mais j'aurais aimé commencer, avant de vous parler de cette œuvre et de revenir au XVIe siècle, j'aurais aimé commencer par un vers de Rodrigo Garcia, qui lui aussi fait tourner l'une de ses pièces de théâtre dans un musée. Sa pièce s'appelle Goya, et il commence ainsi en disant « Je préfère que ce soit Goya qui m'empêche de fermer l'œil plutôt que n'importe quel enfoiré. Je préfère que ce soit Goya qui m'empêche de fermer l'œil plutôt qu'Adidas, Findus, Volkswagen, la voisine, un salaud qui prétend être mon ami ou une connasse qui rabâche qu'elle m'aime. Si je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, bordel, autant que ce soit à cause d'un tableau de Goya. » Et il me semble que l'esthétique de Marcos Mauro se situe un petit peu dans cette idée-là. Donc à la fois d'être sur des temps anciens et d'en garder une forme de vénération et de contemplation, et en même temps d'être sur quelque chose de très contemporain, voire même postmoderne, qui permet du coup d'être dans une interaction et de parler de notre temps et non pas de temps ancien. La contemplation d'un tableau est donc le point de départ d'un voyage qui se fait à la fois dans l'espace, dans le temps, et aussi dans le rêve et dans notre imaginaire. Je vous propose de commencer en regardant le teaser de cette pièce qui n'a pas encore, qui sera jouée à Strasbourg un peu plus tard dans la semaine. Someone is coming. What time are we leaving today? I don't know. It's been hours since the police came. All this stuff about the accident. We have to talk to the police.
want to know everything we've seen. I have something to tell you. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu. On reverra un autre extrait un petit peu plus tard dans la séance. Je vous mets pour l'instant à l'écran le tableau qui sert un petit peu de point d'orgue. Tableau qui tout au long de la pièce, ou presque, nous regarde relativement directement en face et qui est lui-même déjà source de nombreuses histoires. Avant toute chose, avant de vous raconter un peu l'histoire de ce tableau, j'aimerais poser une ou deux questions à Marcos Mauro, puisque j'avais lu dans une interview qu'il avait parlé de ce tableau comme étant pour lui à la fois source d'idées et de paysages. J'aurais aimé qu'il nous en dise un peu plus là-dessus. Hola, buenas tardes. Sí, para mí la elección de este cuadro es muy concreta. O sea, por un lado nos está dando el poder de la mirada, es algo que está muy presente en todo el trabajo, cómo la obra de arte nos mira a nosotros delante de la obra de arte. El essere visti es algo que a mí me interesa muchísimo en el arte y como creador siempre tengo la conciencia y de alguna manera la perspectiva de que siempre hay un espectador que está mirando lo que nosotros trabajamos, ¿no? La Venus Divina de Tiziano nos daba esa fuerza, por otro lado nos daba este marco, ¿no? Esta profundidad, este juego de capas, ¿no? Lo que pasa en primer término, pero también lo que pasa detrás. A mí me interesa mucho siempre dotar al espectador de información, tanto en primer término como detrás, como más allá, como a nivel sonoro, como a nivel auditivo, a nivel conceptual, a nivel sensorial. Creo que el espectador es capaz de descifrar todas estas capas hasta llegar al final. Y por otro lado, el cuadro genera un marco, genera un paisaje, genera un frame, un contenedor de la historia, ¿no? El museo es el lugar donde colocamos las obras de arte, es una especie de cementerio, ¿no? Todo lo que está en el museo está muerto y todo lo que está muerto nos habla de la vida y cómo a través de la obra de arte, a través del arte, conocemos la historia y conocemos el paso de los siglos, el paso de las tendencias, el paso de la sociedad, de la política, de cómo nos relacionamos, ¿no? Y la pieza de alguna manera ambiciona un poco a hacer una parábola entre el pasado y el presente y de alguna manera ella, ahí como testigo de la historia, nos daba pie a empezar ya. Bien, donc l'objectif de cette pièce était de montrer le pouvoir du regard, c'est omniprésent dans cette pièce. En effet, nous avons ce cadre, cette femme qui nous regarde et dans le même temps on la regarde nous aussi, et c'est ça qui m'intéresse énormément dans l'art, le pouvoir du regard. Moi en tant que créateur, je veux imaginer toujours qu'il y a des personnes qui regardent mon travail, et en réalité ce cadre il est très profond, il a une certaine perspective, il a plusieurs niveaux, plusieurs couches. Il y a le premier plan, puis il y a l'arrière. Et ce cadre permet de donner en réalité plusieurs informations sur le premier plan et l'arrière, comme on voit, mais également sur ce qui est encore plus loin, mais également donner des informations de son, de concept et sensoriel aussi. Et ainsi, le spectateur peut absolument tout déchiffrer tous les éléments de cette œuvre. Donc en réalité, ce cadre nous donne un paysage, un autre cadre, un contenant, si on peut dire. Et donc la pièce a lieu dans un musée, c'est un lieu où on entrepose des œuvres, évidemment. C'est pour moi comme un cimetière, car ces œuvres sont en réalité mortes. Et la mort nous parle de la vie. Et de cette façon, l'art nous permet de mieux connaître l'histoire, les siècles qui sont passés, les différentes tendances, la société, la politique, et de créer un lien entre tous ces éléments. Donc cette œuvre l'œuvre en question nous permet de faire un lien entre le passé et le présent, car cette œuvre, elle a vu l'histoire se dérouler et elle peut nous permettre de nous lancer dans ce voyage. Bien, je vais vous emmener un petit peu dans le passé pour vous parler de cette œuvre qui nous sert finalement de toile de fond, véritablement, dans la pièce Siena. Donc la voici, en grand format. On peut y voir donc une jeune femme allongée à qui on a donné le nom de Vénus. Ce n'est pas le peintre qui a donné ce titre au tableau, mais on pourrait dire celui qui a été l'un des premiers historiens de l'art de l'histoire. En 1565, Giorgio Vasari
donnera à ce tableau le nom de Vénus d'Urbain. Urbain est le nom de la ville où le tableau a été commandé. Il a été commandé pour un jeune homme, dont voici le portrait, Guidobaldo della Rovere, qui deviendra en 1538 le nouveau duc d'Urbain et qui, pour peut-être fêter ce moment-là, commandera ce fameux tableau. C'est un tableau qui a une curiosité, dans le sens où, normalement, ce type de tableau est commandé pour des mariages. On aimait, au XVe siècle notamment, avoir au-dessus de son lit dans sa chambre, avoir des portraits de beaux jeunes hommes ou de belles jeunes femmes, parce que l'on croyait à l'aspect magique des images. On pensait que voir la beauté engendrait la beauté, et la chambre nuptiale était faite pour la procréation des enfants. Pour un duc, évidemment, avoir une descendance est quelque chose d'important, et donc ce tableau aurait pu être un tableau de mariage, mais il n'en est rien, ou en tout cas si c'en est un, il a été très curieux. Il se trouve que le fameux Guidobaldo della Rovere, qu'on a vu à l'instant, a épousé 4 ans avant que le tableau soit réalisé ici, donc en 1534, une jeune fille, Giulia Varano, qui n'avait à ce moment-là que 10 ans. Évidemment, les nuits de noces n'ont pas eu lieu à ce moment-là, puisque comme le voulait la coutume, il fallait attendre qu'elle ait au moins 12 ans. Mais on peut imaginer que, du coup, en 1538, lorsqu'elle a 14 ans, le mariage est consommé. Or, ce tableau arrive à un moment donc un peu inopportun, pourrait-on dire, ou un petit peu ambigu. Et puis, ce qui est aussi assez curieux, c'est que le père de Guidobaldo avait déjà commandé, juste avant de mourir, en 1636, le portrait de la Bella, qui était le même modèle, mais vêtue. Donc, y a-t-il ici une histoire interne à la famille correspondant à cette jeune femme? C'est difficile à dire. Le fait est que vous la voyez ici, dénudée. On est donc dans un tableau dont on ne connaît pas extrêmement bien le souci de commande. Pourquoi est-ce qu'il a été commandé? Par contre, comme je vous le disais, il semble clair que c'est un tableau qui correspond tout de même à quelque chose qui est lié au lien du mariage. Déjà parce qu'on y trouve un symbole qui est communément admis dans le XVe siècle comme étant un symbole de mariage et de fidélité. C'est le petit chien qui est au bout du lit, endormi, et qui, jusqu'à nos jours encore, continuera à garder le même symbole, le même symbolisme, celui donc d'une fidélité, ici, les yeux fermés. Le mari croit en la fidélité de sa femme sans aucun souci. Il y a d'autres éléments qui nous disent que c'est un tableau amoureux. On trouve à l'arrière-plan, sur le bord de la fenêtre, une plante qui peut être facilement identifiée, en tout cas pour les individus de l'époque, comme étant du myrte, qui est le symbole, là aussi, de l'amour, qui est le symbole de Vénus et donc par extension de l'amour. Dans sa main droite, elle tient également des roses. Là aussi, le symbolisme a perduré jusqu'à nos jours. Les roses symbolisent toujours l'amour dans notre civilisation. Donc ce tableau semble être un tableau amoureux. Est-ce qu'il sert peut-être de guide ou de modèle pour une jeune fille un peu inexpérimentée? C'est pas impossible. Le fait est que ce tableau a aussi connu, à partir des années 2000, une réputation beaucoup plus sulfureuse, parce que des historiens, donc notamment Daniel Arras, a mis au jour le fait que ce tableau était unique en son genre et bien plus troublant qu'il n'en a l'air au premier degré. Donc il n'est pas, comme on l'a longtemps écrit pour Daniel Arras, un tableau représentant simplement la beauté, est censé du coup susciter, engendrer des beaux enfants. Il représenterait plutôt quelque chose d'extrêmement intime qui n'a jamais été représenté en peinture, ou peut-être uniquement une fois. Il représenterait en fait une forme ou un moment de l'intimité d'un couple qui serait un moment de masturbation. Et donc ceci a fait évidemment couler beaucoup d'encre. Une historienne américaine, spécialiste de l'art de la Renaissance, accrédite complètement cette thèse en disant que justement au XVe siècle, on pensait que pour engendrer des enfants, cela ne pouvait se faire que dans la jouissance. Et donc les médecins commandaient aux femmes de se masturber avant un rapport sexuel pour pouvoir être sûres de pouvoir procréer. D'où le fait ici que nous serions dans une scène réaliste, intime, et non pas, comme les historiens d'art l'ont longtemps dit, dans une scène
d'idéalisation de la beauté féminine. Il y a donc un trouble ici qui est noté sur ce tableau et qui pose du coup un certain nombre de questionnements par rapport à l'histoire de l'art. Alors je vous le disais, il y a extrêmement peu de tableaux représentant ce moment extrêmement particulier, bien qu'il y a de nombreuses Vénus qui ont été représentées au cours de l'histoire de l'art. Celle qui a certainement inspiré directement la Vénus d'Urbain de Titien, c'est celle de Giorgione, qu'on appelle souvent la Vénus endormie, vers 1510, et qui de la même manière tient sa main de façon relativement pudique, on l'a dit pendant longtemps, sur son sexe. Elle est cette fois endormie, donc on ne sait pas trop à quel moment de l'histoire elle est, mais le fait est que Giorgione n'a pas pu terminer ce tableau, étant mort plus tôt, et on pense que c'est Titien qui a fini ce tableau. Est-ce qu'il est aussi l'auteur de cette fameuse main? C'est en tout cas quelque chose de possible. Ces deux tableaux sont à ma connaissance les seuls qui montrent véritablement ici les doigts de la jeune femme entre ses cuisses. Par comparaison, j'aimerais vous montrer un tableau qui est connu justement pour avoir été très sulfureux, pour avoir été même en partie censuré, avoir été interdit d'exposition au salon parisien. C'est la fameuse Olympia de Manet, qui s'inspire elle aussi très directement du tableau de Titien. Olympia a été peinte en 1865, et comme vous le voyez, sa main ici n'est pas du tout entre ses cuisses, mais bel et bien sur une de ses cuisses. Donc rien d'érotique ici ou rien de lié à la sexualité directement. Mais on a fait un procès d'intention au peintre ici en disant qu'il peignait une prostituée qui était justement extrêmement impudique. Donc comme quoi, les références culturelles se transforment, et c'est tout cela que véhiculent les tableaux lorsqu'on va dans un musée. C'est aussi notre regard actuel, et c'est aussi donc toute cette culture et le fait que ce que l'on apprend de périodes du passé nous permettent des lectures extrêmement différentes. Donc les messages des œuvres, leurs usages changent, et selon leurs époques, ils sont plus ou moins outrageux, plus ou moins gênants, plus ou moins scandaleux. Je voulais vous parler d'un autre élément de ce tableau, que là aussi, donc, je m'inspire une nouvelle fois de Daniel Arras pour vous évoquer ceci. Ce tableau a pendant longtemps été lu comme étant, par Erwin Panofsky notamment, qui est un critique d'art américain d'origine juive allemande, a été lu comme étant justement un chef-d'œuvre de la Renaissance, parce qu'il maîtrisait parfaitement la perspective. Or, il se trouve que Daniel Arras a remarqué, et depuis qu'il l'a remarqué, tout le monde le voit, mais pendant 500 ans, ça a été très peu perçu. Daniel Arras a remarqué qu'il y avait ici une ambiguïté par rapport à cette lecture d'une reprise de la perspective parfaite. Si vous regardez bien au niveau de la main de Vénus, vous voyez en fait une espèce d'énorme cadre noir à l'arrière-plan. Erwin Panofsky a vu ça comme étant le rideau, mais si vous regardez bien, j'espère que la reproduction ne permet peut-être pas la lisibilité, mais en fait il y a un rideau vert qui passe devant, soit, mais ce trait extrêmement droit, dans lequel on ne voit aucun pli, ce n'est pas le rideau, c'est en fait une sorte de mur noir, une espèce de cadre noir qui sert à faire ressortir Vénus, et finalement à la rendre complètement irréaliste dans cet espace-là. Donc ce qui est spatialement vrai et qui fonctionne extrêmement bien, c'est tout ce qui se passe à droite du tableau, les deux servantes en train de farfouiller dans un coffre, de sortir des robes qui permettront d'habiller la jeune femme du premier plan. Mais pour tout le reste, l'espace est quand même complètement illusionniste. Le lit, d'ailleurs, de Vénus semble situé en deçà du sol, en deçà du dallage. À l'époque, Daniel Arras le précise aussi, les lits du XVe siècle et XVIe siècle sont extrêmement hauts. Donc on est ici dans un espace totalement imaginaire, mais qui, pendant des décennies, des centaines d'années même, a été perçu comme étant une image idéale de la Renaissance et de la beauté féminine. Donc les lectures changent et les tableaux véhiculent tous ces aspects-là, tous ces regards-là. Et lorsque Marcos Mauro utilise ce tableau comme toile de fond, c'est tout cet élément-là de la culture qu'il convoque également pour créer du coup ce que j'aime à appeler du coup des collusions et des télescopages. Le travail du chorégraphe travaille justement à créer des provocations, à la fois visuelles mais aussi sémantiques au niveau de notre compréhension, parce que la pièce, vous avez pu le remarquer dans le teaser, évoque à la fois des éléments textuels qui ont été écrits pour la pièce,
par Pablo Gisbert. Il convoque également donc, des images de l'histoire de l'art. Il redessine en quelque sorte la salle où se trouve le tableau dans le musée des Offices. Il agrandit considérément le tableau, qui à l'origine est un peu plus petit que ça. Il fait à peu près 1,20 m sur 1,50 m et non pas l'ampleur du mur. Il fait danser des corps. Il rajoute de la musique, des voix également, puisqu'on l'entend à un moment la voix de Mussolini, à un autre moment la voix de Berlusconi. Et donc toutes ces convocations sont en fait des télescopages, à la fois temporels et idéels, j'ai envie de dire, qui permettent d'avoir une vision très très contemporaine de ce tableau. Il joue donc sur différents modes de narration, en convoquant différents médiums. Les arts plastiques ont une place de choix, tout comme la danse évidemment. Ainsi, avec ses références multiples, il génère une forme d'intermédialité qui, pour le coup, est extrêmement contemporaine et évoque donc le monde d'aujourd'hui. Il me semble que les télescopages qu'il met en place sont vraiment là pour provoquer le regard et provoquer justement les idées, des idées neuves, me semble-t-il. Les télescopages, je les ai comptés au nombre de 3, mais il y en a peut-être d'autres. Il me semble que le premier télescopage que Marcos Moro réalise est celui de l'espace et du temps, puisque nous sommes à la fois en Italie, à Sienne, au XVIe siècle, et nous sommes en même temps à Strasbourg, dans le ici et maintenant, et puis peut-être aussi à Barcelone, au moment de la création de la pièce. L'autre télescopage, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est celui des médiums. À la fois texte, image, musique, son, lumière, tout est travaillé de manière à créer un univers unique. Dernier télescopage, je l'ai appelé corporel, et il me semble qu'effectivement ici, on convoque le corps et on en donne une image assez neuve en convoquant donc cette Vénus nue, agrandie considérablement par rapport à la réalité, et puis les danseurs présents, vêtus ici comme vous pouvez le voir avec des vêtements de épéistes, escrimeurs, merci, j'ai perdu le mot, et que nous sommes à la fois dans quelque chose qui mélange et qui contamine même carrément le quotidien et le corps, on va dire réel, avec quelque chose de l'ordre de l'éternel, le tableau éternel, la beauté idéalisée, etc. De plus, le texte nous parle souvent de références qui pourraient être nos pensées intimes. Le texte nous dit parfois « je suis au musée », « je m'assois »,« je me cogne le genou », des choses extrêmement physiques qui appellent au corps quotidien, mais nous emmènent pourtant dans la contemplation d'un corps idéal, d'un corps justement complètement éternel. J'aurais aimé que Marcos Moro nous parle maintenant du procédé de fabrication, et puis aussi peut-être de la genèse qui a pu orienter le travail de son œuvre Siena. Quel lien entretient-il avec Sienne? Quel lien entretient-il avec ce tableau de la Vénus d'Urbain? Je vais lui laisser la parole. Okay. Gracias. Bueno, primero es importante decir que muchas veces no sabes cuándo da inicio un proceso de creación. De repente ya estás en él, ya estás inmerso en una trampa, ¿no? En una trampa que tú propiamente te has tendido. En otros casos, por ejemplo, hay una necesidad, pero en el caso de Siena, hay una necesidad, hay un contacto con tu contexto, con mi contexto en 2013, Cataluña, España, Europa, y yo quería hablar de dónde colocábamos al ser humano, el cuerpo humano hoy en día. En el Renacimiento, en el humanismo, el ser humano tenía que estar en el centro del universo, en el centro de la Tierra. Teníamos que colocar a Dios anteriormente y ahora colocábamos al ser humano. E intentaba de alguna manera trazar una parábola entre ese momento y hoy. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Y dónde está el ser humano? Si quieres te lo digo. Il est important de rappeler que souvent on ne se rend pas vraiment compte qu'on commence à créer une pièce. Des fois, c'est comme ça commence et on est déjà dedans, on est déjà comme prise au piège et ce serait l'esprit qui nous aurait tendu ce piège. Et parfois, on crée une pièce par nécessité, c'était le cas avec Siena. C'était nécessaire de la créer en raison du
contexte, du contexte à l'époque, en 2013, en raison de la Catalogne, l'Espagne, l'Europe. Et il est important de resituer l'homme et le corps dans tout ça à cette époque. À l'époque de la Renaissance ou de l'humanisme, c'est l'homme qui était au centre de tout, de l'univers et de la Terre. Juste avant, pendant les siècles qui avaient précédé, c'était Dieu au centre de tout. Et là, c'est l'homme qui revenait sur le devant de la scène. Et c'est donc une métaphore qu'ils ont repris dans la pièce. Et la question, c'est où se trouve l'homme aujourd'hui? Una vez tenemos todas las preguntas encima de la mesa y todo el desorden necesario para empezar, pues algo que me interesa mucho es partir de un desorden. Creo que es fundamental que la mente del creador esté completamente agrietada y desestructurada para intentar con la pieza, intentar dar cabida a todo este desorden, a todo este caos, ¿no? La necesidad era esta, hablar del ser humano hoy en día, hablar del poder de la mirada y cómo mirando el arte entendemos los contextos, entendemos distintas épocas. Por supuesto es muy ambicioso, excesivamente ambicioso, hablar en una pieza de 1 hora de un periodo concreto hasta la actualidad. Era mucho más fácil hacer como una mirada rápida, como un fast forward de algo representativo muy cliché, muy banal, de momentos puntuales que yo he querido destacar. Una vez tengo los ingredientes, es muy, para mí, para mi equipo artístico, los dramaturgos, toda la gente que formamos la compañía, es muy interesante intentar dar cabida y dar espacio a cada elemento que participa, ¿no? Cómo se van encontrando texto, imagen, danza, abstracción y figuración, ¿no? Donc une fois qu'on a posé toutes ces questions, il faut utiliser tout ce désordre pour commencer et lancer le processus de création. En effet, c'est indispensable que le créateur ait dans sa tête un chaos, disons, et ensuite le concrétiser, lui donner corps. Donc il a souhaité évoquer la place de l'homme, la place du pouvoir du regard, et comment le fait d'observer de l'art nous permet de mieux comprendre un contexte ou une époque. Alors évidemment, c'est assez ambitieux de reprendre des siècles d'histoire en une pièce qui dure seulement 1 heure pour passer de la Renaissance à aujourd'hui. Alors son objectif, c'était de faire un regard rapide, comme faire avance rapide sur le temps, et de prendre certains événements assez clichés et pour les mettre dans cette pièce. Donc une fois que Marcos et toute son équipe avaient défini comment faire tout ça, il faut trouver l'espace et donner corps à tous ces éléments et conjuguer l'image, le texte, la danse, le concret et l'abstrait. Il me semble que dans ce qui a été dit là, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il me semble que l'histoire de l'art, en fait, c'est en fait une histoire qui est une histoire de regard. Une histoire de regard qu'on porte sur le corps, en tout cas à travers l'œuvre convoquée ici de Titien, mais aussi une histoire des regards qu'on porte sur le monde, dans l'ici et maintenant. Et il me semble que chaque créateur crée des œuvres justement de son temps, qui parlent des problèmes de notre temps. Et du coup, on est ici complètement dans quelque chose de logique à notre époque. On convoque des images qui nous parlent, des images de notre culture, pour en faire quelque chose de notre époque et dire des choses nouvelles du coup sur notre temps. Il me semble aussi que l'histoire de l'art, c'est une histoire des désirs du corps et des interdits. Et ça aussi, du coup, nous sommes, avec le travail de Marcos Mauro, complètement dans quelque chose qui ravive justement notre rapport au corps aujourd'hui. Les images que nous produisent les médias aujourd'hui sont ceux d'un corps idéal, d'un corps auquel nous voulons ressembler. Et il met ici en exergue le fait que dans l'histoire de l'art et à notre époque, nos corps réels sont différents et les désirs liés au corps ont été aussi différents. Son travail génère une foule de sous-entendus, du coup, qui ne sont pas forcément perceptibles tous, mais qui, au niveau de chacun, sont compréhensibles. Il génère aussi la poésie, qui côtoie des analogies et qui peuvent créer parfois des ruptures. Dans le travail de Marcos Mauro, on a souvent des images qui deviennent des cris. On a parfois une abstraction qui forme du sens et du langage, des langages qui sont hybridés. Sa danse est dépouillée, souvent désarticulée, et les textes et les images se lient pour créer une forme narrative
narrative. Mais nous ne sommes absolument pas dans une narration classique. Je vous montrerai un extrait tout à l'heure. Nous sommes plutôt justement dans le monde intérieur de Marcos Mauro et nous voyons en fait la façon dont il voit le corps et les désirs liés au corps aujourd'hui. Donc le monde qu'il nous donne à voir est finalement le sien, bien qu'il convoque des images de temps plus anciens. On peut voir qu'il y a dans le travail qu'il convoque des attitudes assez familières. Il y a aussi des mouvements connus, des sentiments qui ont déjà été vécus, et pourtant, quand vous verrez la pièce, vous verrez que tout est neuf dans le ballet de Marcos Mauro. Ce n'est pas du tout un ballet classique. On a aussi de très nombreuses postures. Je vous demande de vous souvenir de celle qui est en ce moment à l'écran, et puis également de celle-ci, et d'autres, bien évidemment. J'ai choisi de vous montrer que ces deux-là, qui sont très très directement liées à des images de l'histoire de l'art, qui en prennent du coup à la fois la valeur et en même temps l'annulent. Donc on retrouve dans le travail de Marcos Mauro des combats, des extases, des crucifixions, des rondes, de très très nombreux, celui-ci également, de très très nombreux hommages qu'il rend de manière extrêmement discrète et non appuyée. Et pourtant, dans les gestes de ces danseurs, démultipliés et déployés, on voit de nouveaux mouvements et du nouveau sens qui est donné à ces images de l'histoire de l'art. J'aimerais, si j'arrive techniquement à le faire, vous montrer un exemple de 3 minutes de la pièce Siena, dans laquelle on voit la convocation à la fois de tableaux, de textes. Alors c'est en anglais, j'espère que vous pourrez comprendre. Donc d'images, de sons, plus les danseurs, et le fait qu'on génère ici, on nous permet de comprendre que le corps est toujours quelque chose en construction, quelque chose qui est lié à l'imaginaire et au désir. You've chosen English, number 145. The model. You are in front of one of the most emblematic pieces of the American painter, Elliott Cleaver. A young black man is lying down naked on a red couch, covered by a white sheet, in a New York apartment. The young man is placed in the foreground. He looks at the audience directly, with a certain provocation. The warm color of the body produces a sensual air of nonchalance. His figure is enhanced by the contrast with the light background and the white bedsheet. In fact, the brightness of the apartment forces us to focus our sight on the male body of the model. The painter intends to highlight the humanist idea that the world revolves around the body, around hedonism, characteristic of the end of the 20th century. The young model looks to the audience in a complicit and decided way. He is aware that his genitals appear right in the middle of the composition. The hair falling on his shoulders reflects an intended eroticism by the artist. It is known that the young model was the painter's lover for some years during his university period. Some years later, the young African-American model was found dead under mysterious circumstances. A cat sleeps peacefully on the couch with the young model. In the background, we can see two people, probably Cleaver's flatmates at the time, the musician Lars Moore and the Canadian poet Damien Raphael.
Both, the two of them, occupied putting a load in the washing machine. Through the window, we can see the buildings, the streets, and the neon lights of the cafes, theaters, and cinemas in the city of New York. Voilà, donc la bande-son nous décrit finalement des images, une forme de tableau, et on voit se confronter à la fois ce corps issu d'une peinture, qui est une projection, et un corps réel, nu, de jeunes femmes, le tout générant donc ainsi des sens, par leur confrontation même, et évoquant donc un corps plus contemporain, fait d'une multitude de références. J'aimerais maintenant laisser à nouveau la parole à Marcos Mauro pour savoir quelles sont ses sources d'influence. Qu'est-ce qui l'anime pour évoquer justement ces différentes images qui fait cohabiter et se télescoper. Bueno, gracias por este fragmento que acabamos de ver, concretamente intentando apoyar tu discurso. Es interesante también porque vemos que en la esquina hay una mujer que se está desnudando, y es que en la escena anterior hablamos del cuerpo desnudo como una obra de arte, que pasarán los siglos y pasará la historia, pero el cuerpo humano en su esencia, desnudo, despojado de información, sigue siendo mucho más fuerte que muchas obras de arte que hemos visto expuestas, ¿no? Y es una cosa que remite también mucho a nuestro tiempo, ¿no? A la desnudez y a la verdad. Podemos hablar de la verdad en otros términos, pero es algo que a mí me interesa mucho. La voz en off está describiendo supuestamente el cuadro de la Venus de Urbino, pero no es la Venus la que está tumbada en la cama, sino es un señor en Manhattan. Hay gente que está detrás de él poniendo una lavadora y está descubriendo un poco la vida de la contemporaneidad a partir de un cuadro clásico. Es algo que me interesa mucho, apoyarme en el pasado para hablar del presente e incluso incitar al futuro. La danza nos permite algo que no nos permite la pintura, y es que en una obra de pieza atravesar muchas fotos, muchas imágenes, muchas pinturas, como decía ella, en la que estamos viendo a Caravaggio, a Tiziano, a Botticelli, a una serie de pintores mayormente italianos, porque también hay una voluntad en que así sea. Y... bueno, traduce esto si quieres. Bien, donc dans l'extrait que vous avez pu voir, d'ailleurs c'était intéressant de le montrer pour appuyer vos propos, vous avez vu que dans le coin il y a une jeune femme qui se déshabille, et juste avant on venait de parler du corps nu. Et d'ailleurs, un corps nu peut être bien plus fort que toutes les œuvres d'art, que beaucoup d'œuvres d'art que l'on voit. Et il nous ramène à notre époque, il nous ramène à la vérité, à la nudité. On peut éventuellement parler de vérité en d'autres termes, mais il a choisi de l'évoquer ainsi. Et d'ailleurs, la voix off est utilisée pour décrire la Vénus d'Urbain, alors qu'en réalité, elle décrit un homme à Manhattan avec des amis au second plan qui étendent du linge. C'est donc une scène de vie contemporaine mise en opposition avec un tableau classique. Donc Marcos aime beaucoup utiliser le passé pour évoquer le présent, éventuellement l'avenir, et si on parle aussi de la danse, on peut faire passer énormément d'images grâce à la danse, plus que par la peinture par exemple. Il mentionne des peintres italiens comme Caravaggio, Botticelli ou Tizien. D'ailleurs, c'était une volonté de prendre des peintres italiens. Sí es cierto, también como decía ella, que hay una constante incisión en representar, en reproducir, mejor dicho, es interesante verlo, reproducir pinturas y cuadros del tipo de movimiento de la época, ¿no? Entonces, están hechos con la forma del pasado, pero con la energía del presente. O sea, vemos que reproducen pinturas, pero el speed, la velocidad, la frialdad y sobre todo la distancia entre el contenido y la forma es más propia de nuestro tiempo. Decía Godard que la forma y el contenido es lo mismo y que se encuentran en un momento. A mí es una cosa que me interesa mucho cuando forma y contenido son parte de la misma
bisagra, son parte del mismo engranaje. En cuanto a las influencias o las referencias que decía ella, que ha sido la pregunta, pero yo me he desviado, yo creo que la máxima referencia o la máxima influencia que tengo es el tiempo en el que estoy viviendo, ¿no? Y es el día a día, sobre todo la creación que hacemos hoy los que estamos aquí, 2018, y el 2018 significa 2018, no significa 2017, es decir, todo avanza más rápido que la tecnología, pero hay que ir con mucho cuidado. A mí me gusta siempre tener un pie puesto en el pasado, me gusta mucho, le debo y tengo un vínculo y una herencia muy fuerte del arte clásico, y entonces las referencias sí que veo mucho del cine, veo mucho de las artes plásticas, veo mucho del teatro. Sobre todo me apoyo mucho en el teatro postdramático, donde la jerarquía de los valores, de la estructura, totalmente se desordena y se desestructura. Y creo que ahí, como una araña suspendida entre muchos pilares, estoy cómodo. Bien, donc comme vous disiez, il y a une volonté constante de reproduire ou de représenter des peintures ou des cadres avec le mouvement de l'époque, mais donc évidemment ces peintures sont faites avec les techniques et l'ambiance du passé, mais avec une énergie assez présente, et c'est le contraste avec les danseurs qui représentent la rapidité et le mouvement par rapport à ce contenu et cette forme qui sont plutôt inspirés d'aujourd'hui. Il cite d'ailleurs Godard, qui est une de ses inspirations. Il apprécie quand la forme et le contenu l'aident à créer une seule et même œuvre. Alors pour revenir à la question qui lui était posée, sa première inspiration c'est l'actualité et le quotidien. C'est ici, aujourd'hui, c'est 2018, donc ce n'est pas 2017, c'est bien 2018. Le monde avance, il va bien plus vite que la technologie par exemple, mais il faut faire attention, il faut quand même regarder vers le passé. On doit, et il a toujours aimé voir le passé. Il a une formation classique, et donc ses références ce sont des arts plastiques, le cinéma, le théâtre également. Pour le théâtre par exemple, il existe une hiérarchie dans la structure qu'il aime bien déstructurer, désorganiser, et il se sent un peu comme une araignée qui tisse sa toile entre deux éléments. Il se sent finalement en équilibre entre ces deux éléments. Alors en préparant cette conférence, je me suis souvenue d'une pièce que j'ai vue l'année dernière au Maillon, Modeur, de la compagnie Peeping Tom, qui se passe également dans un musée et qui évoque la mort de la mère. J'ai eu envie de vous montrer le teaser de cette œuvre et quelques images, et puis comme les deux œuvres me paraissent proches, j'aimerais donner la parole ensuite à Marcos Mauro pour qu'il nous explique quelle œuvre est antérieure à l'autre, vu que j'ai vu Modeur l'année dernière et que c'est Siena, je ne la verrai que dans quelques jours.
pour qu'il nous évoque justement le fait que ces deux œuvres se passent dans un musée et évoquent chacune à leur manière la mort, et j'arriverai ensuite sur cette notion de mort pour la conclusion de ma conférence. Okay. Es interesante cómo muchas veces sucede en la historia cuando compartimos referentes, ¿no? Siena es del 2013, esta pieza es del 2016, es posterior, y cuando yo la pude ver también tuve una sensación de wow, como si nos hubiesen robado parte de la esencia, pero es que al final todos estamos muy conectados con muchas cosas que suceden al mismo tiempo, y creo que la historia del arte y la muerte son dos elementos que a mí como creador, creo que a Gabriela y a él también les afectan mucho, les interesan, ¿no? Creo que ellos están más cerca de la ciencia ficción, en el sentido de todavía la realidad se pervierte todavía más. A mí me gusta más trabajar en el espacio mental, donde la pieza se queda más atrapada allí que no en lo que les pasa a los intérpretes, pero bueno, eso sería otra discusión. Creo que algo que compartimos muchísimo también con este trabajo es la obsesión por el marco, por el contexto, por el frame, por lo que envuelve. Creo que tanto ellos como nosotros necesitamos que la acción, para que se desvirtúe, para que se pervierta, necesita antes no estarlo. Es decir, necesitamos partir de la realidad o de algo muy cercano a lo real para partir de ahí destrozar. Hay un dicho que se utiliza mucho en cine, que es que para hablar de ficción, para hablar de mentira, hay que ser muy detallista. Y es una contradicción, pero es una cosa que a mí me interesa mucho. Es decir, si queremos generar un ambiente completamente ficcional, tiene que ser muy preciso, con este color, con esta luz, con esta vestimenta. O sea, la fuerza de la imagen, del detalle, de estar muy arriba para que lo que suceda allí sea fácilmente creyente, sea fácilmente creíble. Il est intéressant de voir comment souvent les metteurs en scène ont les mêmes influences. Cette pièce date de 2013, pardon, Siena date de 2013 et cette pièce date de 2016. Et quand Marcos l'a vu, il avait eu l'impression qu'on lui avait volé le cœur, l'essence de sa pièce. Mais en réalité, tous les créateurs sont liés par les événements qui se passent en même temps. Que ce soit l'histoire de l'art ou la mort, ce sont deux éléments qui, pour leur équipe comme pour la sienne, les inspirent et les touchent. D'ailleurs, cette compagnie est plus proche de la science-fiction, alors que la compagnie de Marcos est plus ancrée dans la réalité. Il s'intéresse plus à la partie mentale que ce qui se passe vraiment du côté des danseurs. Mais pourtant, ils partagent la même obsession pour ce cadre, cet espace scénique et ce contexte. Les deux équipes ont besoin de certaines actions pour pouvoir mettre en place leur création. Et ils partent de choses assez réelles ou très proches du réel pour ensuite totalement les détruire. Et il y a un proverbe dans le monde du cinéma qui dit que pour parler de fiction ou de mensonge, il faut beaucoup mettre en valeur les détails. C'est assez contradictoire, mais c'est un dicton qui lui plaît beaucoup. Si on veut parler de contexte et de fiction, il faut être extrêmement précis. Et c'est le cas ici au niveau des couleurs, de la lumière, des vêtements. Et il y a énormément de détails qui font qui priment sur les événements et qui les rendent plus plausibles. Je ne veux pas vous dévoiler la fin de la pièce, mais il faut quand même que je vous dise un petit détail. À un moment donné, le tableau que l'on voit là va se transformer en une sorte d'écran au travers duquel on peut voir, comme si on voyait à travers le miroir de Lewis Carroll, et on nous laisse voir un corps défunt, on nous laisse en tout cas imaginer la mort. Sans doute que cette pièce évoque le temps qui passe, puisque nous étions au XVe siècle et au XXe siècle en même temps. Elle nous évoque aussi peut-être notre mort, comme toutes les œuvres d'art le font peut-être, ou beaucoup d'entre elles en tout cas. Elles sont donc ce qu'on peut appeler des memento mori. Memento mori, c'est une phrase associée souvent à l'art, qui vient du latin et qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Et qui est censée non pas être totalement désespérante, mais au contraire nous obliger à penser notre vie à l'aune de ce savoir-là et à imaginer du coup ce que nous pouvons faire de mieux pour la réussir, cette vie.
La mortalité, donc la finitude humaine, me semble être en filigrane de cette pièce. Et il me semble que chacun d'entre nous est capable de le déchiffrer à l'aune de nos propres références. Et donc ce voyage, au départ on croit qu'on va le faire en Italie. Finalement on le fait dans l'ensemble de notre culture, passée et présente. Et puis pour terminer, il me semble que finalement on le fait sur notre propre temporalité, à réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est une pièce qui du coup est d'une rare érudition, d'une rare force, et qui me semble-t-il du coup est extrêmement pertinente à notre époque. J'aimerais pour terminer que Marcos Moros du coup nous exprime ce qu'il pense de cette idée d'une œuvre d'art comme étant un memento mori, un travail qui est censé nous faire réfléchir, nous spectateurs, sur le monde dans lequel nous sommes et sur nous-mêmes. Bueno, yo creo que la ciencia no tiene mucho que decir sobre esto porque ya ha llegado a una conclusión, es decir, la muerte es muerte y la materia no termina pero se transforma, hay 1000 lecturas, pero creo que el arte y la religión en la búsqueda de la respuesta de qué sucede con la muerte están más interesadas. Pero la religión ya ha dado sus respuestas, todo el mundo... Bueno, este mundo es un lugar de paso, es un lugar de tránsito para llegar a otro lugar, no lo diría por religión, pero el arte en cambio intenta buscar otro tipo de respuestas que tengan más que ver con lo existencial o que tengan más que ver con el apartado más místico. Creo que seguirá siendo durante mucho tiempo un tema a tratar y de alguna manera a mí como creador, aunque intento buscar soluciones, más que soluciones, intento poner mis miedos sobre la mesa, que solemos decir, intento colocar mis miedos en la mesa de operación, como si fuese a operar o hacer una cirugía. Si todavía no hemos comprendido lo que es la vida, ¿cómo vamos a intentar plantearnos lo que es la muerte? Entonces, de alguna manera, me lo digo a mí mismo muchas veces, ¿no? Si todavía no sé qué estoy haciendo aquí, ¿cómo voy a plantearme qué va a pasar cuando no lo esté? Bien, en réalité, la science a tiré ses propres conclusions. Elle nous dit que la mort, eh bien, c'est la mort, que la matière se transforme. Mais de leur côté, l'art et la religion cherchent d'autres réponses pour expliquer la mort qui sont bien plus intéressées. La religion, par exemple, a déjà trouvé des réponses. Elle nous explique que notre vie, c'est qu'une étape, nous sommes de passage et que plus tard, nous vivrons dans un autre monde. L'art, quant à lui, cherche des réponses plus existentielles, peut-être plus mystiques, et je pense que ça sera toujours un thème à évoquer. Alors pour moi, en tant qu'artiste, je cherche des solutions, j'expose mes peurs comme sur une table d'opération dans un bloc opératoire, et je me dis que si nous n'arrivons pas à comprendre la vie, comment peut-on envisager la mort? Et je me le répète assez souvent d'ailleurs, comment est-ce que je peux imaginer ce qui se passera quand je ne serai plus là si je ne comprends pas ce qui se passe quand je suis là? Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense qu'on peut passer à une série de questions. Je voudrais juste peut-être réintroduire un élément parce que cette pièce étant spécifique sur l'image, le travail de l'image, nous avons aussi des étudiants ici qui sont liés à tout le travail sur le mouvement, sur la danse. Et je pense que Marcos Moro a la particularité, ce que nous n'avons peut-être pas en France comme type d'études, d'avoir suivi des études chorégraphiques sans être passé par le travail vraiment de la danse. Donc je pense que c'est déjà une posture artistique en tant que chorégraphe qui est différente. Il a des études chorégraphiques et non pas être devenu danseur chorégraphe. D'autre part, il a une façon de traiter une danse avec des qualités assez virtuoses, assez, comme vous l'avez vu, qui peuvent être beaucoup détaillées, sectionnées, avec des formes de fluidité, d'intensité, comme il évoquait par exemple sur l'accélération du mouvement. Mais peut-être que ces choix-là ne sont pas non plus des éléments innocents, on va dire, et comment du coup il considère à la fois la danse, le choix de ses interprètes, les manières de travailler. Est-ce que ça modifie pour lui des choses par rapport à des formes plus habituelles, disons, de trouver son propre langage chorégraphique et son rapport au mouvement dansé et à la transmission. Entonces, yo creo que
yo no soy bailarín, entonces eso me permite trabajar con el bailarín con mucha distancia, en el sentido de yo no comparto su pasado, no comparto sus manías, no comparto sus deseos. Entonces trabajo con el bailarín como un instrumento que me permite dotarle de forma, de valor, de significados, de significantes. Entonces los bailarines con los que suelo trabajar es gente que está muy abierta y asimila perfectamente que ellos son parte de un todo, que son parte de un universo. No son fundamentales, son igual de fundamentales que lo es la música, que lo es la luz, que lo es el color, que lo es el verbo, la palabra. Entonces, además de todo eso, suele ser gente con un fuerte bagaje clásico, de danza clásica, pero no por ilustrar la danza clásica, sino por la libertad y el dominio corporal que suele conectarse con una amplia formación, ¿no? Pero es gente que viene de muchos lugares, es gente que viene de una formación muy poliédrica, podemos decir, ¿no? Y que utiliza el cuerpo al servicio de la idea y no pone su cuerpo por delante de la idea. Y quien dice su cuerpo dice sus experiencias, sus miedos, sus deseos y sus caprichos. Donc comme il le disait, lui n'est pas danseur, donc ça lui permet de prendre une certaine distance par rapport à eux. Il ne partage pas par exemple leur passé, leurs habitudes ou leurs souhaits. Donc il travaille avec eux un peu comme s'ils étaient des instruments afin de donner une forme, une valeur et un sens aux chorégraphies. Donc ces personnes avec qui il travaille sont des personnes ouvertes et qui ont conscience qu'elles font partie d'un tout et qu'elles sont tout aussi importantes pour la pièce que la musique, la lumière, la couleur, les mots ou encore le texte. Donc ces personnes ont une formation plutôt classique, mais c'est pas forcément, pas justement pour montrer du classique, mais pour utiliser la liberté qui prévaut sur le corps, ce qu'on assimile souvent à la danse classique. Ces personnes viennent de tous horizons, des formations très différentes, et ils utilisent leur corps pour transmettre cette idée. Leur corps ne prévaut pas sur les idées transmises. Et leur corps est donc au service de l'expression. Ils peuvent exposer leurs peurs, leurs souhaits, leurs caprices, etc. Ouais, c'était juste pour faire un petit peu le pendant entre le travail avec l'image et le travail avec le corps sur une forme un peu spécifique, pour vous permettre aussi à tous, selon les personnes, selon les études que vous faites, de pouvoir un petit peu réunir tout ça et d'entamer les questions avec Marcos Moro plus directement. Nous sommes à votre disposition pour qu'il puisse y répondre. J'ai juste pas compris tout à l'heure quand tu as expliqué qu'il avait fait des études, enfin que vous avez fait des études chorégraphiques, mais il n'a pas été danseur, ça a été une transmission théorique qu'il a reçue. Oui. Ok. Yo cuando acabé mis estudios en bachillerato sabía que quería trabajar con algo artístico porque siempre tenía un motor que me ha movido. No sabía si con las bellas artes o con el cine, pero el movimiento, gracias a una familia que era campeona de gimnasia rítmica, me despertó una cierta curiosidad por el movimiento, ¿no? Entonces yo me puse a mirar, soy un gran observador y soy muy obsesivo, entonces mirando, me di cuenta de que yo quería usar los cuerpos de otros cuerpos, no mi cuerpo, para trabajar, ¿no? Para crear, para componer, para construir lugares y paisajes y comportamientos, ¿no? Entonces me di cuenta de que podía estudiar coreografía sin ser bailarín. Eso al principio fue un gran hándicap porque mis compañeras y mis compañeros de clase eran todos bailarines y todos sabían comunicarse con el bailarín, como coreógrafos, con su propio cuerpo. Yo tenía que inventar mi lenguaje, no tenía un lenguaje. Tenía que usar las palabras, tenía que usar los estados de ánimo, tenía que usar cualidades y formas para poder comunicarme, para poder decirle al bailarín por este camino y no por aquel. Luego tengo una obsesión con la imagen y con la forma, también con la belleza y con la fealdad, por eso estudié fotografía y al final, como tengo también una cierta falta de orden y de secuenciación, la dramaturgia me gustaba mucho encontrar
el sentido al porqué de las transiciones, al porqué de las secuencias, al porqué de los elementos, y en definitiva a la esencia de la estructura de una ópera, de una película, de una pieza de danza o de una instalación. Entonces creo que la suma de todo hace que quizá no sepa nada, pero este no saber nada me permite tener mucha libertad y un conocimiento muy plural. À la fin du lycée, j'ai toujours su que je voulais m'orienter vers des études artistiques. J'ai toujours aimé l'art, alors je ne savais pas, les beaux-arts, le cinéma. Et j'ai toujours eu une passion pour le mouvement. Je viens d'une famille de champions de gymnastique rythmique. Donc j'ai toujours été curieux de ce mouvement. Donc je me suis mis à regarder autour de moi, à observer énormément. Et j'ai découvert, à force d'observer, que je voulais utiliser le corps, pas forcément le mien, mais je voulais utiliser le corps pour créer, pour composer des lieux, des paysages ou des comportements. Donc j'ai étudié la chorégraphie. Au début, le fait de ne pas être danseur était un handicap pour moi, puisque tous mes camarades étaient des danseurs. Ils connaissaient, ils avaient du savoir, ils savaient comment s'exprimer, comment communiquer avec leur corps. Et moi, j'ai dû apprendre au final mon propre langage. J'ai dû utiliser des mots et des qualités, des formes ou mon humeur pour pouvoir trouver ma route. Mais j'ai toujours été un passionné de l'image, de la forme, du beau, du laid. D'ailleurs, j'ai étudié la photographie. Et je ne suis pas quelqu'un de forcément très organisé, mais j'adore la dramaturgie pour ça, parce que je peux trouver un sens à toutes ces transitions, ces séquences, ces éléments, et donner une forme à la structure, à une œuvre, à une chorégraphie, à une installation, ou encore du cinéma. Donc pour toutes ces raisons, peut-être qu'au final, je ne sais rien, mais c'est ça qui me donne plus de liberté et énormément de connaissances. J'aurais voulu savoir, vous avez parlé d'étroit télescopage, et dans le télescopage corporel, vous nous dites qu'il y a la Vénus nue et les danseurs qui sont habillés. Et j'aurais voulu savoir pourquoi on dit de cette façon entre l'esprit, parce que c'est un détail auquel il faut qu'on s'attache, comme dit, entrer dans l'intuition, ou est-ce que ça a une signification? Al principio, cuando empiezas a vislumbrar por qué, cómo los tengo que vestir o cómo habitan estos personajes del trabajo, ¿no? El esgrima está muy cerca de las artes escénicas. Creo que es el deporte que más se parece a la danza, ¿no? Pero al mismo tiempo el esgrima me da otra información, y es que oculta la identidad de la persona y solo importa su cuerpo, su forma, ¿ok? Entonces esto me interesaba muchísimo, era en plan, de hecho al principio de la pieza parecen anulados, no nos importa quién hay detrás de esto, no nos importa quién son, nos importa cómo se mueven o qué hacen con sus cuerpos, qué hacen con sus formas. Entonces para mí esto era muy interesante, a nadie le importaba que no la vemos del vino, nos importaba su cuerpo y cómo nos miraba, creo que la fuerza residía ahí, ¿no? Son ese tipo de preguntas que creo que a relación de lo que ha dicho ella de los contrastes entre el desnudo y el vestido, los esgrimistas, con ese culto al cuerpo y esa falta de identidad, apoyaban mucho la propuesta. Donc au début, quand il a commencé à réfléchir à la façon de vêtir ses personnages, il a choisi l'escrime parce qu'au final, c'est le sport qui est le plus proche des arts scéniques, le plus proche de la danse. Et ce vêtement cache l'identité de la personne qui la porte. Ce qui compte au final, c'est le corps et sa forme. Et c'était très intéressant car au final, peu importe qui se cache sous la tenue, qui il est, l'important c'est son mouvement et comment il manipule cette forme. C'est la même chose pour Vénus sur le cadre. Peu importe que ce soit Vénus, ce qui importe, c'est son corps et son regard. Donc pour en revenir à cette question sur le contraste entre la nudité et les vêtements, c'est ce culte du corps et cette absence d'identité qui permettait d'étayer tout le sujet. Nous allons remercier Marcos Moro de s'être prêté à ce... Merci à vous et nous espérons vous